Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette 3e vidéo, Raoul et moi, on voulait vous parler d'un sujet central en écologie, les relations entre les espèces. Les individus qui vivent dans le même habitat, c'est-à-dire qui partagent le même milieu de vie, ne sont pas isolés les uns des autres. En effet, ils entretiennent des relations qui peuvent leur apporter des avantages, des inconvénients, ou alors qui ne leur apportent ni l'un ni l'autre. Ces relations peuvent s'établir entre les individus d'une même espèce, on parle de relations intraspécifiques, ou alors, entre individus d'espèces différentes, on parle de relations interspécifiques. Je vous propose d'aller explorer tout ça ensemble. C'est parti! Nous voici ici dans une forêt. La forêt, c'est un écosystème, siège d'une multitude d'interactions entre les individus. Voyons ce qu'on peut observer. Voilà une première forme d'interaction. Vous le savez certainement, les plantes, tout comme les animaux, ont besoin de ressources pour vivre, qu'elles vont puiser dans leur environnement. Parmi ces ressources, il y a la lumière, l'eau et les sels minéraux. Ici, on constate que le jeune chêne à gauche a peu d'accès à la lumière. En fait, la majorité du rayonnement solaire qui arrive est captée par les arbres aux alentours plus âgés. La relation qu'entretiennent tous ces arbres s'appelle la compétition. La compétition, c'est une relation inter- ou intraspécifique entre des individus qui ont besoin des mêmes ressources. Quand on parle de ressources, il y a la nourriture, mais pas uniquement. Les individus peuvent aussi entrer en compétition pour l'accès à un territoire ou à la reproduction. C'est le cas par exemple des cerfs mâles qui, au moment du rut, à la fin de l'été et au début de l'automne, s'affrontent dans un combat et seuls les vainqueurs pourront se reproduire. Poursuivons notre exploration. Il me semblait bien avoir vu du mouvement par ici. Nous avons la chance d'assister à une scène de chasse. On a 2 protagonistes, le renard qui a le rôle de prédateur et le lièvre qui est la proie. Cette relation, dans laquelle une espèce, le prédateur, en consomme une autre, la proie, s'appelle la prédation. La prédation joue un rôle important dans la régulation des effectifs de proie et de prédateurs. Quand le nombre de proies est important, alors les prédateurs ont de la nourriture en quantité suffisante et leur population peut donc croître. Cette augmentation du nombre des prédateurs va entraîner une diminution de la population des proies. Au bout d'un moment, le nombre de proies sera si faible que les prédateurs ne parviendront pas tous à se nourrir. Leur population va ainsi diminuer, ce qui va entraîner une augmentation du nombre des proies, et ainsi de suite. On dirait bien que c'est loupé pour notre renard. Son régime alimentaire est très varié. Il trouvera bien autre chose à se mettre sous la dent. Et si on continuait à le suivre ? Visiblement, quelque chose a l'air de le démanger. Allons voir d'un peu plus près. Et bah voilà ce qui démange notre renard. Son pelage est infesté de tiques, des petits animaux qui appartiennent au même groupe que les araignées. Les tiques ont cette particularité de passer une partie de leur vie ancrée sur la peau d'autres animaux et de se nourrir de leur sang. Dans cette relation, qu'on appelle le parasitisme, on a un parasite, la tique, qui vit sur un organisme hôte, ici le renard, et qui lui est nuisible. Contrairement au prédateur, le parasite ne va pas chercher à tuer son hôte, tout simplement parce que sa survie dépend de lui. Il est temps de quitter notre renard. On va s'arrêter ici un instant. L'insecte que l'on voit ici n'est ni une abeille, ni une guêpe. Il s'agit d'un cirfe. Ces insectes appartiennent à la famille des mouches et sont des pollinisateurs. Vous le savez sûrement, la pollinisation, c'est le transport du pollen
des organes reproducteurs mâles de la fleur vers les organes reproducteurs femelles. Ceci permet la reproduction des angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs. La majorité des angiospermes est pollinisée grâce à des animaux, principalement des insectes, qui viennent se nourrir du nectar des fleurs. La pollinisation est un très bon exemple d'une relation qu'on appelle le mutualisme. Il s'agit d'une association durable entre des individus d'espèces différentes qui vont chacun retirer un bénéfice de cette association. Dans notre cas, la plante assure sa reproduction et le cirque se remplit la panse de nectar. Ce type de relation peut conduire à une coévolution, c'est-à-dire des transformations qui se produisent au cours de l'évolution entre deux espèces ou plus, suite aux influences qu'elles ont l'une sur l'autre. De leur côté, les plantes à fleurs ont développé des stratégies pour attirer les pollinisateurs et donc augmenter leurs chances de se reproduire. Les insectes pollinisateurs ont quant à eux développé des caractéristiques particulières favorisant l'accès au nectar et la récolte de pollen. Qu'est-ce qu'on a d'autre à observer ? Vous voyez l'oiseau là ? C'est un jet des chênes. Suivons-le. On a découvert son nid. Comme beaucoup d'oiseaux, le jet des chênes installe son nid en hauteur, sur les branches d'un arbre. Cette stratégie leur permet d'échapper aux prédateurs qui pourraient s'en prendre aux œufs ou aux jeunes oiseaux. Le jet des chênes bénéficie de cette protection qui lui est apportée par l'arbre, et de son côté, l'arbre ne retire aucun avantage, ni ne subit aucun dommage de la présence de l'oiseau. On nomme cette relation le commensalisme. Il s'agit d'une relation interspécifique, bénéfique pour une espèce et neutre pour l'autre. Sur un arbre, on peut observer d'autres types d'interactions. On va descendre au niveau du tronc. Voilà ce que je cherchais. Le tronc est recouvert de lichen, un organisme un peu particulier, car il est issu d'une association étroite entre une algue et un champignon. Les deux organismes retirent chacun des bénéfices de cette association. L'algue synthétise des sucres, autrement dit de l'énergie chimique, via la photosynthèse. Le champignon, quant à lui, prélève dans le milieu, plus spécifiquement dans l'atmosphère, de l'eau et des sels minéraux. C'est lui aussi qui fixe le lichen sur le support, autrement dit ici, le tronc de l'arbre. Cette association durable entre deux organismes s'appelle la symbiose. Les deux organismes en interaction, qu'on appelle les symbiotes, dépendent l'un de l'autre pour leur survie mutuelle. On peut observer d'autres formes d'association symbiotique au niveau de cet arbre. En effet, plus de 80% des plantes terrestres forment des symbioses avec des champignons. Tout comme les lichens, il se produit un échange d'éléments nutritifs, tels que des sucres, de l'eau ou des sels minéraux, entre les racines de l'arbre et la partie souterraine des champignons. Je pense qu'on a fait le tour des principales relations inter- et intraspécifiques dont je voulais vous parler. On va terminer par un petit récapitulatif de nos observations avec notre cher ami Raoul. On a tout d'abord pu observer une relation de compétition. C'est une relation entre des individus d'une même espèce ou d'espèces différentes qui ont besoin des mêmes ressources. La prédation, c'est une relation en général interspécifique où une espèce en consomme une autre. Dans le même genre que la prédation, on a le parasitisme, qui est une interaction dans laquelle une espèce profite d'une autre espèce en lui étant nuisible. On appelle mutualisme une relation de coopération entre des espèces différentes qui vont chacune retirer des bénéfices de cette relation. Le commensalisme, c'est une interaction entre deux espèces, avantageuse pour l'une et neutre pour l'autre. Et enfin la symbiose, qui est une association intime durable entre des organismes d'espèces différentes qui vont le plus souvent bénéficier chacun de cette interaction. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Nous on vous dit à la prochaine, salut!